On ne peut pas penser les phénomènes militaires seuls, ou alors on dit des bêtises énormes. L'idée de la France, c'est nous sommes indépendants, nous sommes distincts, nous sommes différents. On était dans l'Union soviétique de l'entre-deux-guerres, donc une société dure, très dure. Et quelquefois, ça se terminait mal. Le dispositif planétaire de la puissance américaine, de renseignement et de frappe, qui n'a pas un équivalent au monde. C'est celui qui énonce les normes et les règles du monde qui est puissant. Parce que les autres se réfèrent à son récit. Leur esprit est déjà conquis. Non mais vous savez, il faut le dire, c'est un crime de guerre. Bonjour à tous, cet entretien de près de 3 heures est découpé en 3 parties pouvant se voir indépendamment. Les 2 premières, consacrées aux révolutions de la guerre et à l'art opératif, se situent sur la chaîne du cercle Jean Mermoz. La 3e, consacrée aux nouvelles dimensions de la guerre, se trouve quant à elle sur la chaîne Histoire de l'Empire. Les liens sont en description, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du cercle Jean Mermoz, où nous avons la chance de recevoir Laurent Henninger sur le thème de la guerre. Alors Laurent Henninger, bonjour. Vous êtes historien militaire, vous avez travaillé au Centre d'études d'histoire de la défense, et vous expliquez régulièrement à ce propos que pour vous, l'historien n'étudie pas seulement le passé, mais le temps. Le temps en général, c'est-à-dire le temps comportant certes le passé, ce qui est la majeure partie de l'étude, mais également le présent ainsi que le futur. C'est également cette conviction qui nous anime au cercle Jean Mermoz, et ça transparaît dans nos diverses productions, dont je dirai un mot en fin d'entretien. Il est donc primordial, en tout cas selon nous, d'avoir à l'esprit que l'histoire est bel et bien une discipline utile et concrète, qui peut servir à mettre en perspective, à expliquer au moins en partie notre époque et à essayer d'anticiper notre avenir. Vous êtes aussi co-auteur d'un livre, Comprendre la guerre, et c'est par là que je nous propose de commencer sur la question de la guerre elle-même. Pourquoi, selon vous, l'être humain, les groupes humains, se font-ils la guerre ? C'est une question sur laquelle les philosophes, les historiens, les préhistoriens et les anthropologues se déchirent, j'exagère, mais polémiquent et argumentent depuis des décennies. On n'a pas une réponse claire, nette et précise. Pendant longtemps, on a pensé que la guerre... alors, il faut bien distinguer la guerre de la violence. La violence, elle a existé de toute éternité, donc c'est pas la question. Simplement, par exemple, 2 personnes qui s'engueulent parce qu'ils ils ont vu le même morceau de viande, c'est pas suffisant. Oui, bien sûr, il y a les ressources, il y a la puissance, il y a des choses de genre, des choses matérielles, mais il y a aussi vraisemblablement de l'immatériel, d'honneur, des questions de pouvoir, des questions d'extermination, des questions au contraire de domination, ce qui n'est pas la même chose. Il faut avoir des mots précis. Il peut y avoir, quand on étudie certains peuples, on s'aperçoit qu'il y a eu des guerres qui étaient en fait très formalisées, avec peu de morts, où c'était quasiment des rencontres théâtrales ou des matchs. Au premier sang, voire au premier mort. Donc il y a plein de facteurs et de considérations, mais également de circonstances totalement différentes qui peuvent rentrer en jeu. C'est un débat qu'on ne peut pas trancher pour l'instant, et a fortiori pas suite dans le format qui est le nôtre à l'instant où l'on parle. C'est un vaste problème, très complexe. Bon, on a longtemps cru que c'était apparu au néolithique, c'est-à-dire à la dernière phase de la préhistoire, celle qui précède immédiatement l'apparition de l'histoire proprement dite. Et puis, jusqu'à ce qu'on retrouve ces dernières années des tombes collectives, ou plutôt des charniers, remontant à la fin du Paléolithique, c'est-à-dire à encore plus ancien que le Néolithique, et qui indique clairement, quand on étudie les ossements et les traces de coups sur les ossements, que c'est quasiment de la guerre, quoi. Faut pas. Donc cette question de la naissance de la guerre, qui est une question en soi et une question gigantesque, j'y ai répondu en bottant un peu en touche. Ensuite, on arrive à l'histoire proprement dite.
c'est-à-dire d'abord l'âge de bronze, l'âge du fer, vous voyez, des choses comme ça, dans l'Antiquité lointaine. Alors bien sûr qu'il y a il y a des phases dans l'histoire des guerres. Beaucoup d'historiens ont chacun proposé leur découpage avec leur phase qui leur convenait. Oui, pourquoi pas, elles sont toutes intéressantes. Hein. Elles sont toutes intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est de les confronter et de voir en quoi chacun a partiellement raison et partiellement tort. Ça, c'est un vrai travail d'historien. Euh, Même si c'est un travail un peu fastidieux, mais en même temps très intellectuel, donc euh, très satisfaisant, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui apporte vraiment des satisfactions intellectuelles. Euh, Ce qu'on peut repérer d'ores et déjà, c'est que enfin moi c'est une question que j'ai abordée un petit peu à ma façon dans mes travaux en étudiant le concept de révolution militaire, c'est-à-dire non pas de révolution politique faite par des militaires, hein, mais de révolution militaire, comme on dirait révolution industrielle, vous voyez, c'est-à-dire des grands changements dans l'art de la guerre et les moyens qu'on y emploie, les moyens qu'on met en œuvre, etc., etc. Et quand je dis les moyens, c'est pas uniquement les moyens technologiques. Euh, quand la première véritable, enfin cela dit, moi il y a déjà un point qui me semble fondamental, c'est que depuis la nuit des temps, je pense que la toute première révolution guerrière, en tout cas, même si elle n'est pas encore militaire, la première révolution guerrière, elle est d'ordre biologique, c'est que c'est la possibilité de lancer des projectiles, c'est-à-dire de combattre à distance. Même si la distance dans les premiers temps, c'est quelques mètres, et qu'aujourd'hui, ça se compte en dizaines de milliers de kilomètres avec des missiles intercontinentaux, l'idée est la même. Et cette révolution biologique s'est produite quand, avec l'hominisation, c'est-à-dire l'apparition peu à peu de véritables êtres humains distincts des grands singes, on s'est aperçu que les os qui bloquent le bras sur l'épaule se sont ouverts et que les singes, par exemple, ne peuvent pas lancer, je ne sais pas si vous voyez mon bras, ils lancent une pierre et le bras ne va pas plus loin en arrière que ça. Il reste à la hauteur de l'épaule et il lance comme ça. C'est-à-dire, c'est pas très loin. C'est quelques mètres tout au plus, même s'ils sont très forts. Là où l'homme peut, parce que les ossements sont différents, peut étendre le bras vers l'arrière et lancer beaucoup plus loin des javelots, des flèches, des pierres, etc., etc. Ça, c'est fondamental. Et il a mis du temps à le comprendre, puisque vraisemblablement les Néandertaliens, c'est-à-dire les premiers, ceux qui sont une espèce humaine antérieure à la nôtre, chassaient essentiellement au contact, y compris le gros gibier. Ils le chassaient au contact. Et même un gros gibier qui n'est pas un carnivore, même, c'est-à-dire un buffle, un bison, un éléphant, un rhinocéros, etc., ça se défend, même un cerf, hein, ça se défend, hein, ça se défend même durement. C'est pas facile à. Beaucoup de loups pourront vous le dire, hein, ou même de lions, hein, qui ont laissé des plumes, si vous me permettez l'expression. Et c'est pour ça qu'on trouve sur les squelettes de Néandertaliens des marques vraiment qu'on a retrouvées aujourd'hui, qui indiquent des blessures qu'on ne retrouve aujourd'hui que dans une catégorie professionnelle au monde. Alors là, accrochez-vous bien, ce sont les cow-boys qui participent à des compétitions de rodéo aux États-Unis, où effectivement ils se font bousculer, parfois piétiner par des bêtes. Et là, on retrouve sur eux des types de blessures qu'on retrouvait sur les squelettes qu'on a retrouvé sur des squelettes de Néandertaliens. Ça veut dire qu'ils combattaient au contact et qu'ils avaient un taux de perte dans leur et de blessés, peut-être même de morts, très important à la chasse. Là où l'être où
les Homo sapiens qui leur ont succédé étaient capables de chasser en utilisant beaucoup plus d'armes à distance, que ce soit des javelots, des lances ou des frondes et même, au bout d'un certain temps, des arcs. Euh, donc ça, c'est cette idée du combat à distance, elle est fondamentale. Elle est fondamentale d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique, d'un point de vue anthropologique aussi, parce qu'on s'aperçoit que l'homme a vraiment du mal à aller au contact, du mal au sens psychologique. C'est pas évident d'aller au contact avec un, un combat avec un combattant adverse qui veut vous tuer ou vous blesser. C'est pas évident du tout. Ça possède des connotations sexuelles, hein, il faut le dire. Il y a un aspect, on fait l'amour, mais on fait l'amour de façon pour la mort, en quelque sorte. C'est quelque chose de très de pas évident du tout, et on le constate encore dans les guerres à toutes les époques. Hein. L'idée d'aller ce que les militaires appellent au choc, c'est-à-dire au contact véritable et au combat au couteau, à la baïonnette avec des adversaires, c'est pas du tout naturel. Hein. L'être humain et les animaux aussi, d'ailleurs, bien souvent, beaucoup d'entre eux répugnent, ont un réflexe de retenue à cette idée. Donc, l'idée de combattre à distance permet de contourner ce blocage mental. Et donc, c'est une véritable révolution en soi. Alors maintenant, il faut trouver les méthodes pour que on combatte à distance, mais qu'on ne soit pas complètement non plus totalement éparpillés les uns par rapport aux autres. D'où cette apparition dans l'Antiquité très lointaine de groupes humains qui se forment en bloc et qui combattent côte à côte, avec des lances qui ne sont pas des armes de lancer, mais qui sont contrairement à ce que le nom indique, hein, une lance ne se lance pas, mais qui sont avec des lances ou des pics, mais qui forment une sorte de gros hérisson. Hein. Et donc là, ça nécessite d'être les uns à côté des autres, souvent de façon très compacte, et de former une sorte de tout, un objet qui est plus grand que la somme des parties. Y compris mentalement. Hein. C'est un petit peu comme certains coraux qu'on appelle des madrépores et qui sont en fait une agrégation de milliers d'individus, ce qui forme une sorte de gros caillou de calcaire dans lequel il y a des milliers d'individus. Voilà. Alors, très souvent aussi, on s'aperçoit que la guerre étant extrêmement dangereuse et extrêmement meurtrière, on peut pas se contenter de mener de la guerre totale, de massacrer tout le monde, etc. C'est très dangereux politiquement, économiquement aussi. Et donc, on a pu repérer, par exemple, dans l'Antiquité, dans les grands royaumes, empires de Méditerranée orientale, dans l'Antiquité lointaine, que ce soit les Égyptiens, les Babyloniens, les Hittites, les royaumes minoens de Grèce et de Crète. On a repéré que c'était comment dire, des royaumes dont la structure sociale était aristocratique, éminemment aristocratique. C'est ce qu'on a appelé des sociétés palatales, c'est-à-dire du palatal, c'est-à-dire du mot du palais, où il y avait un grand palais central où se tenaient le roi et une grande partie de l'aristocratie. Et ces palais étaient non seulement des lieux de vie relativement luxueux hein, pour l'époque, mais également des lieux de stockage des nourritures. Et le rôle qui était tenu par les temples, par exemple, chez les Babyloniens ou chez les Égyptiens, qui étaient non seulement des lieux de culte, mais des lieux de stockage.
bref, c'était avec une aristocratie, et quand un royaume partait en guerre contre un autre, c'était les deux aristocraties qui s'affrontaient. Il y avait très très peu de soldats populaires dedans. Ils étaient là généralement comme auxiliaires dans des formations d'archers, par exemple. Bon, les aristocraties se battaient de façon extrêmement formelle, formaliste, formalisée, voire chorégraphiée carrément. Euh, euh, pour à la fois optimiser leur puissance, mais également la restreindre, paradoxalement, parce que du coup, c'est un combat chorégraphié et formalisé a beaucoup moins de chances de dégénérer en une espèce de mêlée furieuse et sanglante. Et ça, du coup, les deux aristocraties se mettaient d'accord sur des méthodes de combat et limitaient leurs pertes. Et ils se mettaient d'accord ensuite sur qui a gagné, qui a perdu. Il y a eu un choc absolument énorme qui marque la fin de l'âge de bronze, hein, aux environs du 12e, 13e siècle avant Jésus-Christ, où ces armées aristocratiques de Méditerranée orientale utilisaient comme auxiliaires, souvent, ils utilisaient des peuples entiers, hein, qui débarquaient avec femmes, enfants, des peuples mercenarisés, je dirais prolétarisés, et qui venaient du nord de la Méditerranée. Hein. Alors on a à peu près, on sait à peu près d'où ils venaient, de Thrace, d'Illyrie, c'est-à-dire de la côte dalmate actuelle. La Thrace, c'est la Bulgarie actuelle. Mais également, il y en avait qui s'appelaient les Cherdennes. On sait qu'ils venaient de Sardaigne. Il y avait les Sekelesh, ils venaient de Sicile. Bon, tout ça. Et globalement, ils ont été nommés d'un terme collectif par les chroniqueurs égyptiens de l'époque comme étant les peuples de la mer, hein, les invasions des peuples de la mer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés avec leur méthode de combat. Ils avaient déjà l'habitude de combattre aux côtés des royaumes de ce genre, mais ils avaient des rôles d'auxiliaires pour combattre dans des terrains où les chariots, les chars, par exemple, pardon, les chars de guerre des aristocraties locales ne pouvaient pas aller dans les terrains de montagne, caillouteux, dans les collines, dans des endroits comme ça. Oui, parce que ces aristocraties combattaient en chars de guerre tirés par deux ou trois chevaux. Euh, et finalement, ce qui a fini par se produire au bout de quelques années, c'est que ces peuples mercenarisés ont commencé à comprendre comment fonctionnaient les armées de leurs maîtres. Hein, les armées hittites, les armées égyptiennes, babyloniennes, minoennes, ils ont commencé à comprendre et à voir quels étaient les défauts, les points faibles de ces armées. Et ils ont mis au point des tactiques d'infanterie qui leur permettaient de court-circuiter complètement les règles formelles de la guerre et du combat qui avaient été établies par leurs maîtres. Ils cassent les règles du jeu, ils les refusent et ils combattent avec leurs règles et ils cassent tout. Et nombre des comment dire des royaumes de l'époque n'ont pas su résister à ça. Les Babyloniens n'y ont pas résisté, les Hittites n'y ont pas résisté, les Minoens n'y ont pas résisté. Il y a que les Égyptiens qui ont résisté, mais ils ont résisté très mal. Hein. Enfin, ils ont failli ils sont rétablis au dernier moment, ils ont réussi à se préserver, mais ils sont pas passés loin. Or, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs, les chercheurs américains qui ont travaillé là-dessus ont remarqué, parce qu'ils sont obligés de se fier quelquefois à tout un tas d'indices, hein, c'est que c'est une révolution de l'infanterie, cette révolution apportée par les peuples de la mer. Une révolution d'une infanterie qui devient d'un seul coup une arme centrale, une arme majeure, une arme clé du champ de bataille, alors que c'était une arme auxiliaire précédemment. Et on voit par tout un tas de biais très détournés souvent que
que l'infanterie se met à être glorifiée, par exemple dans les chroniques ou dans les œuvres d'art. Par exemple, dans l'Iliade, on parle de Achille, le héros grec, hein, Achille au pied léger, donc un fantassin. Dans les bas-reliefs égyptiens, alors que jusqu'à présent, pendant des siècles, on avait représenté Pharaon à la guerre, systématiquement juché sur un char et tirant à l'arc sur ses ennemis. Là, à partir de cette époque, on a vu Pharaon combattant à pied et piétinant des cadavres aux ennemis. Y a eu tout un tas de, vous voyez, quelquefois de petits détails très très indirects qu'il faut savoir interpréter. Hein. Il y a aussi un travail véritablement d'enquêteur policier hein, dans le travail de l'historien, a fortiori sur de telles époques aussi lointaines. Hein. Mais de toute façon, Umberto Eco disait toute recherche a une structure policière. Que ce soit une recherche en maths, en histoire, en stratégie, en n'importe quoi. Sa structure de fonctionnement est une structure d'enquêteur de police, quoi, hein, de Hercule Poirot, Maigret, vous voyez, les détectives célèbres dans le roman policier du XXe siècle. Tout à fait. Et je me permets un mot, la nature même du mot histoire, sa racine, ça vient d'histoire en grec, c'était aussi une notion d'enquête. Donc on a aussi, par la notion elle-même porte cette notion, je vous en prie. Tout à fait, tout à fait. Et donc, à partir de là, on voit l'infanterie devenir une arme majeure dans les pays méditerranéens, de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire à l'époque les seuls pays où il y a déjà des vraies civilisations possédant l'écriture et tout ça, même si partout autour d'eux, en Europe et tout ça, il y a des proto-civilisations hein, qui sont en train d'émerger. C'est-à-dire qu'ils sont nés à la préhistoire, ils ont quitté la préhistoire, hein, mais ils ne sont pas encore dans la civilisation proprement dite. Hein. C'est pour ça que ces autres peuples, à l'époque, ça, pour parler d'eux, on parle de leur époque comme étant la proto-histoire. Bon. Qui se situe entre la préhistoire et l'âge de bronze, ou l'âge du bronze. Donc, on voit une infanterie apparaître et on voit des structures à la fois plus démocratiques apparaître, mais dans le système de fonctionnement politique, mais à la fois plus démocratiques, ou alors plus tyranniques. C'est le cas, par exemple, des Assyriens qui remplacent les Babyloniens. À l'inverse, en Grèce, c'est là que les civilisations palatales minoennes sont détruites. Et de ce point de vue-là, la légende d'Ariane et du Minotaure veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. C'est la population d'Athènes qui en a marre de voir le roi tyrannique de Crète, le roi Minos, prélever des jeunes gens à Athènes et prélever un contingent de jeunes hommes et de jeunes femmes à Athènes chaque année pour les offrir à dévorer au Minotaure, le monstre à tête de taureau qui vit enfermé dans un labyrinthe, que les Athéniens en ont marre et qu'ils envoient Thésée qui va tuer le Minotaure et tout ça. Bon, c'est typiquement une légende qui indique bien, qui se rattache précisément à une époque où on a une véritable révolution populaire contre ces aristocraties palatales. C'est là que ça va donner le régime des cités grecques démocratiques. Alors démocratiques pour eux, hein, c'est vrai que c'est déjà énorme. Maintenant, ça concerne pas tout le monde, hein, puisque l'esclavage n'est pas concerné par le monde des esclaves n'est pas concerné par la démocratie, etc. Mais ce sont des démocraties de petits propriétaires terriens ou de marchands aussi. Ça, c'est du côté des Grecs. Voilà, il y a à peu près aux mêmes époques une autre révolution qui se produit un peu plus loin, qui est celle de la domestication. La deuxième partie de la domestication du cheval, parce que le cheval avait déjà été domestiqué en Asie centrale quelques millénaires auparavant. La preuve, c'est que ça s'était répandu jusqu'au Moyen-Orient, hein, puisque je l'ai dit il y a un instant, les Égyptiens, les Babyloniens, les Hittites, tout ça combattaient en char. Mais il y a une deuxième révolution qui s'opère toujours en Asie centrale. Hein, c'est toujours en Asie centrale que les révolutions équestres
se produisent, hein, toujours, toujours, à travers l'histoire. C'est de monter à cheval directement et non pas sur un objet à roues tracté par le cheval. C'est de monter directement sur le cheval et de diriger le cheval. Bon, à l'époque, ils n'ont pas d'étrier, donc c'est une monte à crue. On dirige avec vaguement des rênes, mais on n'a pas d'étrier, donc on peut difficilement porter un coup violent et puissant à cheval parce que on a une chance sur deux, voire plus, d'être désarçonné en portant un coup. Et il faudra attendre le 7e siècle après Jésus-Christ pour voir la naissance d'une cavalerie montée sur étrier et qui permettra la création d'une cavalerie lourde avec armure, lance lourde et choc frontal. Ce qui va donner chez nous la chevalerie médiévale. Mais ça, sans étrier, c'était pas possible. Mais en revanche, ces peuples de pasteurs nomades des steppes d'Asie centrale vont créer des types de guerre qui correspondent à leur mode de vie nomade et à leur mode de production qui est pastoral. De grands troupeaux, soit de chameaux, de moutons, d'animaux de ce genre, qui ont besoin de se déplacer en permanence. Et peu à peu, ces inventions se répandent ensuite dans le reste du monde. Euh, En tout cas, là où des chevaux peuvent vivre et prospérer. Par exemple, les chevaux ne peuvent pas. Idéalement, le cheval est fait pour la plaine. Ça, c'est le milieu idéal pour le cheval. C'est pas un hasard s'il se développe en Asie centrale. Euh, il peut se développer en montagne. On a déjà exemples dans l'histoire de cavalerie de montagne. Pas des masses, mais il y en a. Et puis les chevaux peuvent passer à travers les montagnes sans trop de problèmes. C'est pas formidable, mais on y arrive. Le seul domaine dans lequel les chevaux ne peuvent pas prospérer véritablement, c'est parce qu'ils peuvent pas courir et faire usage de leur atout maître face à des prédateurs. C'est la forêt. Et a fortiori les forêts de l'époque, qui sont des forêts très denses, très épaisses. Ça, le cheval n'y arrive pas. Là où c'est encore pire, c'est les forêts tropicales. Notamment en Afrique, il y a une ligne qu'on voit en Afrique avec la ligne de la forêt tropicale en Afrique centrale. Au-dessus de cette ligne, il y a des peuples africains cavaliers. En dessous de cette ligne, il n'y a jamais eu de cavalerie. Non seulement parce que c'est la jungle et tout ça et que les chevaux n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à se défendre, etc., à être mobiles, mais également parce qu'il y a la mouche tsetse qui pullule dans ces régions et que la mouche tsetse tue les chevaux. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Il y a une cavalerie dans des pays, par exemple, comme aujourd'hui, des régions qui vont donner aujourd'hui, par exemple, le Mali, le Niger, le Tchad, des coins comme ça, oui, avec des royaumes cavaliers avec des cavaleries lourdes, tout à fait puissantes et spectaculaires. Mais il n'y a pas de cavalerie au Congo, au Cameroun, au Bénin, dans les régions de forêt tropicale. Voilà. Alors, ça, ce sont des changements alors qui se produisent, je vous dis, à la fin de l'âge de fer et au début de l'âge de bronze. Vous cumulez ces changements tactiques avec des changements politiques, économiques, sociaux, mais également technologiques, parce que comme par hasard, il y a aussi l'apparition du fer qui est découvert grosso modo à ces époques-là et qui va permettre de forger des armes encore plus utiles pour les infanteries et encore plus solides. Donc, vous voyez, penser les révolutions militaires, ça implique bien sûr de penser des questions strictement militaires, tactiques, liées au combat, mais ça implique aussi de les relier en permanence et sous tous les angles, sous tous les aspects, millimètre par millimètre, à des questions politiques, sociologiques, anthropologiques, etc., etc. On ne peut pas penser les phénomènes militaires seuls. Ou alors on dit des bêtises énormes, tôt ou tard. La chose militaire est intégrée dans le tissu social et anthropologique de l'humanité et
en faire une espèce de bulle qui flotte comme ça dans le vide au-dessus de tout le reste séparer de tout le reste est une absurdité. Voilà. Alors, Le fait même de tisser des liens, si je peux me permettre, c'est la notion d'intelligence, c'est interliguer, c'est tisser des liens au final entre les bien sûr, disciplines. Donc si on se bien sûr. contente séquentiellement comme ça d'étudier une seule chose pour elle-même, par elle-même, ben on se coupe de la réalité qui est vaste. Oui, évidemment. Vous avez complètement raison. C'est absurde, mais beaucoup de gens l'ont fait, hein, et continuent à le faire. C'est ça le malheur. Euh, bon, et puis alors cette révolution de l'infanterie qui apparaît dans cette époque de la fin de l'âge de bronze et tout ça, va continuer à évoluer dans les siècles suivants en liaison avec du coup des phénomènes politiques, économiques, etc., etc., la montée en puissance d'autres régions, et ça va donner, je veux dire, le, le, le zénith de cette révolution de l'infanterie va avoir lieu 1000 ans après son début. Ça va donner d'abord la phalange des soldats, des hoplites grecs, et puis ensuite, parce que la phalange possède aussi des défauts, des faiblesses, le nec plus ultra, ça va être la légion romaine. 1000 ans après, vous voyez, c'est là on atteint le zénith de cette révolution de l'infanterie. Donc, l'apogée de ce système d'infanterie antique, c'est la légion romaine, grosso modo du deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au quatrième, cinquième. Hein. Ce système va montrer des signes de faiblesse, notamment contre la cavalerie et notamment contre la cavalerie lourde qui viendra encore une fois d'Orient. Mais également les causes d'affaiblissement de la Légion romaine, là aussi, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses et là aussi, les historiens ne sont pas d'accord entre eux, ce qui est très bien. Hein. Moi, je crois à la fertilité de l'engueulade quand elle est bien menée et qu'elle reste dans des limites civilisées. L'engueulade, la polémique entre spécialistes est riche et elle est fertile. Donc, c'est très bien. Les historiens sont pas d'accord, mais il apparaît de toute façon que oui, il y a forcément des causes militaires, technologiques, techniques également, bon, c'est-à-dire tactiques, mais c'est d'abord et avant tout des causes politiques, sociales, économiques, hein, qui sont aussi, c'est l'Empire romain qui est en train de se déliter peu à peu, pour plein de raisons. La démocratie romaine avec le peuple de Rome qui avait fait la force de la Légion, hein, parce que c'était un peuple qui était capable, dans une certaine mesure, de parler d'égal à égal avec son aristocratie. Euh, cette démocratie s'est peu à peu délitée, par dégénérer largement au profit d'oligarchies de plus en plus hors sol, hein, et détachées des réalités du peuple. Hein. C'est un petit tableau qui devrait nous parler, hein, je pense, point de suspension. Euh, et finalement, ça se casse la figure. Alors, l'Empire romain se maintient en Orient, sur le bassin oriental de la Méditerranée, et c'est ce qu'on appellera à partir du 19e siècle l'Empire byzantin. Mais eux ne se sont jamais appelés comme ça, ils se considéraient comme des Romains, même s'ils parlaient grec et pas latin, puisque c'était de toute façon une partie de l'Empire romain, où même à l'époque de la gloire de Rome, on ne parlait pas le latin, hein, tout se faisait en grec, hein, c'était vraiment la langue vernaculaire de cette région du monde, un peu comme l'anglais aujourd'hui, alors que le latin l'était pour la partie occidentale de la Méditerranée. Bref, l'Empire romain d'Orient va continuer à exister, peu à peu lui aussi tomber en décadence, mais il va quand même continuer à exister jusqu'au milieu du XVe siècle, jusqu'à la fin du Moyen-Âge en Occident quand même. Hein. Puisque 1453, la date de la chute de Constantinople, est considérée par certains historiens comme comme une des dates pouvant marquer la fin du Moyen Âge.
Donc c'est quand même pas mal que l'Empire romain ait réussi au moins dans sa partie orientale, à durer 1000 ans de plus, à ajouter aux 1000 ans précédents. C'est quand même pas mal. Par contre, en Occident, ben, l'Empire romain s'effondre complètement. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites dans cette période qu'on appelle le Haut Moyen Âge et que les Anglais, enfin les Anglo-Saxons appellent the Dark Ages, les âges sombres. Hein, il y a plusieurs tentatives, les Mérovingiens, les Carolingiens, etc., de créer un nouvel empire romain d'Occident, de le recréer. Elles échouent toutes, et c'est pour ça d'ailleurs que naît la France. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vers le Xe siècle, il y a une partie des oligarchies dirigeantes de cette région qui ne s'appelle pas encore la France, qu'on appelle la Francie occidentale, et qui est une des divisions de l'Empire de Charlemagne qui s'est divisée aussitôt après sa mort. Eh bien, une partie des oligarchies de ce qui va donner la France se disent, pour synthétiser, bien sûr, bon, maintenant ça suffit. Les tentatives de recréation d'un empire romain d'Occident ont toutes échoué les unes après les autres. Il y en a marre. On va pas aller courir d'échec en échec. Il y en a marre. On crée notre royaume à nous. Distinct de tous les autres, et tant pis pour les tentatives d'impérialisation, de réimpérialisation de l'Europe occidentale. Tant pis, on crée notre pays, la France, notre royaume indépendant. On ne dépend pas de l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui s'est déjà créé lui de son côté, parce que sinon on va être un pays soumis. On crée le nôtre, et même si on a un roi en France, eh bien le roi de France est empereur en son royaume. Et voilà, le système va se perfectionner d'un point de vue intellectuel et théorique dans les siècles suivants avec des clercs, des clercs et des érudits qui vont affiner le concept d'un point de vue théorique. Hein. Mais l'idée de France, c'est ça. Et la France a toujours, depuis 1000 ans, depuis qu'elle existe, toujours combattu les tentatives de création d'un empire en Europe. Toujours. C'est pour ça que la France est un emmerdeur en Europe depuis 1000 ans. Alors il y a des exceptions à ça. Il y a Napoléon qui a créé un empire, mais est-ce que c'est un empire au sens classique du terme? C'est pas certain, même s'il y a des tentatives etc. Mais l'Union européenne est un empire hein, maintenant. Ça se veut. C'est un successeur de l'Empire romain d'Occident. Fondé à Rome. L'Union européenne, c'est le traité de Rome, 1956. Bien sûr. Donc il y a le message dans le traité, quoi. Je vous en prie. Ça, je pense que c'est pas un hasard si c'est le traité de Rome. Et la France, normalement, a toujours refusé ça. C'est pour ça que pendant des siècles, l'obsession des rois de France, c'était de lutter contre l'Espagne. Ça a été de lutter contre le Saint-Empire romain germanique. Ça a été de lutter contre l'Église. Alors, non pas d'un point de vue théologique et religieux, mais d'un point de vue politique. Parce que il y avait des tendances très nettes de la part de l'Église de Rome de vouloir recréer cet empire romain d'Occident, d'ailleurs avec l'aide du Saint-Empire romain germanique et ou de l'Espagne, même s'ils s'en sont mordus les doigts ensuite. Et l'idée de la France, c'est nous sommes indépendants, nous sommes distincts, nous sommes différents. Voilà. Oui. Et une continuité d'ailleurs impériale qu'on peut voir dans l'Union européenne, au-delà de sa fondation à Rome, qui rappelle l'Empire romain bien sûr, c'est l'installation de son siège à Bruxelles, qui sont les Flandres historiques, source de problèmes pour la France historique permanent. Bien sûr. Et Bruxelles qui n'est pas si loin d'Aix-la-Chapelle non plus. Tout à fait. Vous voyez? Bon. Et Strasbourg non plus d'ailleurs, puisque Strasbourg, c'est le lieu du traité de Strasbourg, du serment de Strasbourg, où on a entériné la fin de l'Empire de Charlemagne. Il y a beaucoup de symboles là-dedans, hein, dont d'ailleurs une partie des acteurs n'ont même pas conscience hein, dans les différentes classes politiques, mais il y en a certains qui en ont conscience ou qui en ont eu conscience. Oui, oui. Pour avoir visité Bruxelles, il y a même sur place, on a de l'architecture même et tout, il y a des codes, il y a des signes, on voit que certaines personnes font référence à une partie de l'histoire, oui. Ils savent ce qu'ils font, voilà, mais certains. Oui. Et comment dire, toujours est-il, revenons en arrière,
toujours est-il que après cette chute de l'Empire romain d'Occident, il y a un véritable chaos hein, dans toute l'Europe occidentale. Il y a des invasions en veux-tu, en voilà. D'abord, elles sont germaniques en plusieurs vagues. Ensuite, il y a des invasions de cavaliers hongrois ou de plus ou moins turco-iraniens, les Avars, etc. Bon, il y a peu à peu des invasions sarrasines qui viennent par le sud. Il y a à nouveau des invasions germaniques, mais d'un autre type et d'autres Germains qui sont des Germains de l'extrême nord, qui sont les invasions de ce qu'on va appeler les Vikings, même si le terme est impropre, et qui vont faire beaucoup de dégâts. Y compris à l'intérieur des terres, hein, pas seulement sur les côtes, parce que leurs navires leur permettent de remonter les fleuves et même de transporter des chevaux. Donc, ils peuvent faire des raids très loin en profondeur à l'intérieur des terres, très loin. Mais ces invasions vikings, alors elles peuvent être sanglantes, mais en même temps, elles sont également commerciales. Et puis, une partie des vikings vont créer des véritables États, ou des proto-États, ou des duchés, etc. En France, la Normandie, hein, bien sûr. Et ils vont s'intégrer dans le système, ils vont se convertir au christianisme dans un premier temps, ils vont s'intégrer dans le système politique de la France, de la Germanie, des Flandres, voire de l'Italie, puisqu'il va y avoir des royaumes normands en Italie du Sud et en Sicile, en Angleterre encore plus, en Angleterre et en Irlande, dans les îles britanniques donc, ils vont s'intégrer dans le système politique ou dans les systèmes politiques et économiques, sociaux et tout ça. Donc ça va au final plutôt pas mal se passer. Même si au début ça a été un mauvais moment à passer pour les malheureuses populations qui ont dû les subir. Mais c'est dans ce chaos que va émerger, se produire une autre révolution militaire qui est liée à la mise en place progressive du système féodal. La matrice originelle, lointaine du système féodal, c'est les grandes propriétés latifundiaires romaines, hein, qui sont là depuis la conquête romaine dans toute l'Europe occidentale. Hein, et ces grandes propriétés latifundiaires vont être peu à peu confrontées à une menace d'invasion, et les invasions le plus souvent prennent la forme de raids, qui sont des raids complètement décentralisés. Et complètement bordélique aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas une grande invasion menée par une grande armée qui détruit tout sur son passage sur un périmètre bien précis. C'est une menace qui est complètement diffuse, dilatée dans le temps et l'espace. C'est des petits raids par-ci par-là de 30 mecs qui brûlent 3 fermes, etc., etc. Et c'est là que peu à peu, on va commencer à fortifier les fermes. Et puis, on va en faire des châteaux forts. Et puis, on va les mettre sur des hauteurs. Et puis, les châteaux forts, au début, c'est de la terre et du bois. Peu à peu, on va rajouter un peu de pierre. Et puis, au final, on a une architecture extrêmement complexe et élaborée à la fin du Moyen-Âge, avec les châteaux forts qu'on connaît et qui sont devenus un des symboles même du Moyen-Âge. Mais sauf que c'est à la fin. Ou tout au moins dans les derniers siècles, on va dire. Et en fait, moi, l'expression n'est pas de moi, mais je l'emploie tout le temps. Qu'est-ce que c'est qu'un seigneur féodal médiéval à l'origine? Eh ben, c'est un chef d'entreprise agricole à poigne. Voilà, c'est-à-dire qu'il c'est un chef d'entreprise agricole, il possède une grosse ferme avec plein de paysans qui travaillent dessus, des ouvriers agricoles, etc., etc., leur famille, et puis peu à peu il se fortifie, et puis peu à peu il prend en charge également la défense de sa propriété et de ses terres, et de ses plantations. À cheval, parce que le cheval est arrivé avec la possibilité de le monter de façon lourde, avec des étriers, puisque l'étrier est apparu entre-temps, et il va se créer ce système socio-tactique qui est celui de la chevalerie occidentale. Voilà, c'est ça l'origine, et d'où
contrairement à ce qu'on avait vu dans l'Antiquité où c'était l'infanterie qui était la reine des batailles, là, on a quelques siècles où l'infanterie est une arme auxiliaire à nouveau. Et il y a cette arme aristocratique qui est la chevalerie, la cavalerie lourde, en fait, qui va parfaitement correspondre au système féodal, qui est un système socio-économique. Hein. Ce sont des nécessités concrètes qui ont mené finalement à l'établissement mais de tout ça, et ce sont d'autres nécessités concrètes qui vont finalement petit à petit plonger ce système dans le déclin. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle, quand je dis la chevalerie est un système socio-tactique, c'est que c'est à la fois, ça correspond à un système socio-économique d'une part, le féodalisme, et d'autre part un système tactique de l'autre, la cavalerie lourde. Ouais. Donc un système socio-tactique. Et bien sûr, à la fin, le système socio-tactique, grâce à l'Église, va produire sa propre idéologie, ses propres représentations, sa propre esthétique, hein, et ça va donner le roman de chevalerie, la mentalité chevaleresque, l'honneur chevaleresque, etc., qui sont des constructions idéologiques, ce qui, dans ma bouche, n'a rien de... C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis. Mais l'esthétique de chevalerie, elle va se créer pour, en quelque sorte, justifier, embellir, adoucir aussi un peu ce système, parce que au départ, s'ils sont pas adoucis un petit peu par l'Église, qui a joué un rôle civilisateur gigantesque et fort bienvenu à cette époque-là, sinon on a une bande de skinheads, hein, faut pas se leurrer, hein, skinheads armés lourdement, ouais, et à cheval. Il y a besoin de tempérer tout ça. Voilà, de le lisser et donc de le polisser aussi. Voilà, mais peu à peu, à nouveau, il va y avoir plein d'autres changements qui vont arriver. Et puis, on arrive dans les derniers siècles du Moyen-Âge à la Renaissance, où le système féodal se casse la gueule, les classes marchandes prennent de plus en plus d'importance, les grandes villes aussi, par rapport aux châteaux, les États monarchiques concentrent en plus de pouvoir au détriment de la noblesse de province, de l'aristocratie des aristocraties locales. Le monde occidental s'ouvre de plus en plus. D'abord, ça a été avec les croisades, ensuite, ça sera avec les grandes découvertes. Il s'ouvre sur le monde. Il y a on commence à découvrir les Amériques, à aller en bateau jusqu'aux Indes, à contourner l'Afrique, etc., etc. Il y a l'art qui change, on découvre le système de la perspective, l'art change par rapport à l'art médiéval, les mentalités changent considérablement, la sociologie change, les marchands deviennent de plus en plus puissants, politiquement, c'est la naissance de l'État moderne ou de ses embryons. Géographiquement, c'est les grandes découvertes, je viens de le dire. Religieusement, le monopole de l'Église catholique en Europe occidentale et centrale est remis en cause et il va y avoir la réforme protestante. Mais la réforme protestante, c'est la dernière en date, en quelque sorte, puisque dans les derniers siècles du Moyen-Âge, il y a des tas d'hérésies qui déjà commencent à surgir et à remettre en cause le monopole de l'Église. Alors, dans un premier temps, l'Église réussit à les casser les unes après les autres, avec des méthodes viriles, hein, on va dire, le plus souvent. Mais la dernière, elle est plus puissante. Luther et les autres chefs protestants reçoivent du soutien de certains princes, ce qui n'avait pas été le cas auparavant, ou très peu. Et là, l'Église va pas pouvoir réduire cette hérésie, comme elle l'appelle au début. Voilà. Et du coup, il y a aussi un volet militaire, parce que ce changement, ce bouleversement de la société occidentale, qui est d'ordre géographique, religieux, artistique, esthétique, économique, sociologique, politique, philosophique également. Il y a l'explosion de l'humanisme en philosophie de la Renaissance. Il y a tout ça. Il y a aussi une augmentation de la taille des armées, bien sûr. Il y a une augmentation non seulement de la taille, mais de l'équipement des armées, parce que c'est un équipement. Déjà, il y a besoin de plus en plus d'équipements parce que les armées sont plus nombreuses, mais c'est des armements de plus en plus chers aussi. Donc, ça va créer des changements économiques. On va être obligé de créer la grande industrie moderne, hein,
qui va se répandre totalement au 19e siècle avec ce qu'on appellera la révolution industrielle. Oui, mais en fait, ça commence bien avant. Je veux dire, la première emprise industrielle en Occident, c'est-à-dire le premier site industriel important, c'est-à-dire qui s'étend sur des dizaines d'hectares, etc., c'est dès le XIVe siècle, c'est l'arsenal de Venise, qui produit des bateaux, des galères et des canons. Ce qui fascinera Pierre le Grand, qui voulait absolument aller voir ça, parce que ça ouais. qui est passionné, fasciné par les bateaux. Il a vu en Hollande, surtout. De Venise au XIVe siècle. Bien sûr. Mais il a vu... Pierre le Grand, c'est 197. Il n'a pas raté le rendez-vous. Il a pu voir les arsenaux d'Amsterdam en Hollande, qui étaient beaucoup plus développés à ce moment-là, parce qu'il y a quand même 3 ou 4 siècles entre le moment dont je parlais au départ et puis ce que vous évoquez sur Pierre le Grand. Bien sûr, parce que je vois ça comme une forme de continuité avec l'augmentation générale des armées, de la technique. Bien sûr. Et sur l'exemple marine, qui me paraît... Bien sûr, mais la Russie fait cette révolution partiellement, d'ailleurs elle aussi partiellement, en retard, parce que la Russie appartient pendant des siècles et jusque très tard au monde oriental, en fait. Oui. Vous voyez c'est vraiment Pierre le Grand qui va être une bascule bah oui, bien sûr. D'un archaïsme vers quelque chose de complètement tourné. Le drapeau russe vient de là, hein, c'est Pierre le Grand, bien fasciné sûr. Par les bateaux hollandais, qui a reçu là-bas un bateau qu'il avait acheté, je crois que c'était le Saint Prophète, hein, dont le drapeau l'a fasciné, et c'est comme ça qu'il a dit, je vais faire de ce drapeau le drapeau de mon pays. Bon. Et puis c'est une révolution aussi, cette modernité, c'est une révolution, alors jusque dans les tactiques, puisque l'arme à feu va imposer l'apparition de l'arme à feu, et pas simplement des armes à feu collectives et lourdes, c'est-à-dire l'artillerie, mais également les armes à feu individuelles, les mousquets, les arquebuses, ensuite les fusils, vont changer jusqu'à l'anthropologie du combat, puisque la forme du courage va être différente. On ne demande plus le même courage à un soldat du XVIIIe siècle qu'on demandait à un chevalier du XIIIe siècle. Vous voyez, c'est plus exactement le même courage. Alors en partie ici, il y a des trucs qui restent et des trucs qui se recoupent, qui se chevauchent, c'est le cas de le dire. Mais il y a quand même, notamment pour les fantassins, il y a quand même un courage différent. Ils ont beaucoup moins besoin d'un courage de contact, puisqu'ils utilisent essentiellement des armes à distance, hein, puisque les armes à feu tirent à distance. Et que la baïonnette finalement ne sert pas à grand chose. Elle a certaines utilités dans certaines circonstances très précises, mais c'est des circonstances qui sont assez rares en réalité. Donc ça va changer la forme du courage. On va passer d'un courage qui était d'abord et avant tout un courage héroïque, celui qu'on voit dans l'Iliade, un courage où on ouvre son poitrail, on présente son poitrail par défi à l'adversaire, un courage héroïque où on insulte l'adversaire et avant le combat, ce qui se pratique encore chez les voyous d'ailleurs, hein, quand vous voyez 2 bandes s'affronter, dans un premier temps, c'est rare qu'ils passent tout de suite au coup de poing, d'abord ils s'insultent. Et ça, les anthropologues l'ont étudié depuis... chez toutes les peuplades, y compris primitives et tout ça, ça a une fonction aussi, c'est de faire monter le taux d'adrénaline, ce qui est indispensable pour aller au contact et au choc, a fortiori en groupe. Donc il y a des changements dans à peu près tous les sens. On pourrait également parler des changements maritimes qui se produisent à cette époque. On va enfin avoir de la véritable... des bateaux qui sont capables de faire de la véritable navigation océanique et plus simplement de la navigation côtière ou paracôtière, mais vont franchir des océans, être confrontés à des tempêtes, des courants et tout ça autrement plus puissants, et mais également de s'ouvrir sur le reste de la planète. Un changement dans la cartographie, des changements dans l'astronomie, essentiellement pour des questions maritimes d'ailleurs, donc remise en cause d'un système où la Terre est le centre de l'univers pour passer à un système où c'est le Soleil qui est au centre. Ça a été une petite révolution. Tout le monde connaît les affaires Galilée et tout ça. Bien, c'est vraiment un changement gigantesque qui se produit
je dirais, pour aller vite, à la louche, du fin 14e au 18e siècle, vous voyez, avec différentes phases à l'intérieur, etc. Mais c'est un véritable processus global, total. Et je pourrais en dire encore beaucoup plus. Hein. On pourrait épiloguer pendant des heures et des heures sur cette seule question, là encore. Problème très riche, problème très vaste. Ouais, Et ouais, question qui touche immense. tous les aspects finalement du réel. Tous, absolument tous. Euh, Absolument. on en arrive avec l'augmentation de la taille du besoin industriel des armées jusqu'au petit à petit au XXe siècle où on va assister à l'apothéose de ça, avec Oui, des armées gigantesques, des affrontements incroyables, oui, mais incommensurables, il y a quand même des étapes entre-temps pour en arriver là. bien sûr. Il a fallu deux étapes. Une étape, une première étape qui va se déployer grosso modo, là encore, de 1750 à 1850, ou de 1760 à 1860, si on veut. Mais à ce niveau-là, de toute façon, on n'est plus à 10 ou 20 ans près. Hein, on est obligé de faire des estimations grossières. Qui est l'apparition des armées de masse, cette fois-ci. Alors, les armées de la Renaissance et des temps modernes étaient déjà considérablement plus importantes que les armées médiévales, mais là, dans ce siècle qui va, je vous dis, de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe, ils vont se dérouler la Révolution américaine et la Révolution française, et où on va mettre en place des armées de masse avec des systèmes qui ne sont pas encore véritablement la conscription, mais qui se dirigent vers la conscription, avec des levées en masse, etc. Et on a des armées de centaines de milliers d'hommes, des armées énormes. Et ça va être permis par des questions politiques. C'est parce que c'est des armées qui se créent dans le cadre de révolutions politiques, de révolutions populaires, où le peuple va être partie prenante et devient souverain. Et c'est grâce à ça qu'on peut créer des armées de masse. Sinon, c'est pas possible. Et les seuls qui ont réussi à créer des armées de masse dans des temps reculés et sans système de révolution populaire, c'est les grands empires asiatiques, chinois, indiens, etc. Mais ce sont des tyrannies. Ce sont des tyrannies, effectivement, avec un peuple qui est militarisé, opprimé et qui n'a pas son mot à dire. En Europe, on a une vieille tradition qui remonte à très, très, très loin de peuples, au pluriel, de peuples frondeurs qui, même quand il y a des rois et des tyrans, qui a des peuples qui ont l'habitude d'ouvrir leur gueule. Hein, il n'y a qu'à voir dans les mythologies indo-européennes, on ne compte plus les histoires de mortels faisant des coups pendables ou faisant des bras d'honneur à des dieux. Tous ces développements macro-historiques s'appliquent essentiellement à l'ère L'AIRE, hein, une ère géographique, et pas une ère historique, accent grave RE, à l'ère géographique et civilisationnelle occidentale. Enfin, occidentale élargie, puisque j'y inclus également en partie le Proche-Orient, mais et puis l'Asie centrale. Mais en même temps, je n'y inclus pas l'ère géographique et civilisationnelle asiatique, indienne. Je n'y inclus pas l'ère civilisationnelle africaine Américaine, euh, ou, ou américaine, enfin américaine précolombienne, hein, bien j'entends. sûr. Ni même océanienne d'ailleurs, parce que c'en est une aussi. Oui. Euh, Ça s'applique essentiellement à l'Occident, donc c'est vrai que c'est occidentalo-centré. Hein. Alors on pourra nous le reprocher, mais il faut le savoir, parce que tout le problème de la world history, de l'histoire mondiale, de l'histoire globale, sur laquelle j'ai fait une vidéo en tant que telle d'ailleurs,
pour le cercle Aristote, il y a plusieurs mois de ça, c'est que c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la world history qu'on peut rejeter parce que c'est un outil idéologique en faveur de la globalisation, mais et puis d'un discours raciste, anti-occidental, etc., etc. Mais en même temps, la world history, c'est une percée épistémologique en histoire pas uniquement militaire, en histoire en général, qui est fondamentale. Parce que par-delà l'instrumentalisation idéologique qui peut en être faite par certains, ça a quand même son bien fondé. C'est vrai que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant aussi, au passage, de s'intéresser, de prendre en compte l'histoire africaine, l'histoire indienne, l'histoire chinoise, japonaise, du sud-est asiatique, de l'Océanie, du monde précolombien, etc., dans l'histoire globale de l'humanité. Hein, ça compte aussi, il n'y a pas que l'Europe au monde. Alors, bon, en même temps, cet accent mis sur le monde occidental, européen, appelons ça comme on veut, élargi un peu au monde méditerranéen et en poussant des pseudopodes un peu dans le Proche et Moyen-Orient, ça peut aussi se justifier partiellement par le fait que c'est là qu'il y a le plus de bouleversements. D'une part, et puis aussi parce que c'est le nôtre, donc c'est ce qui a déterminé beaucoup de choses chez nous. Et puis enfin et troisièmement, parce que à partir du 15e siècle, enfin surtout à partir du 16e siècle, c'est nous qui avons fait la pluie et le beau temps sur Terre. Et que à un moment ou à un autre, les autres civilisations étaient obligées de se ranger, au moins par exemple sur les questions militaires, ont été obligées de se ranger à notre conception de la guerre, de l'armée, des technologies d'armement et tout ça. Hein. Je veux dire, l'Occident a conquis la planète quand même, hein, avec sa civilisation, sa barbarie aussi d'ailleurs. Hein, il faut pas, sans pour autant se flageller, faut aussi être bien conscient qu'on n'est pas non plus des anges. Hein, Bien sûr, voilà. il faut garder mesure. Il y a des choses Exactement. positives et négatives, comme dans toute chose. Il y a eu des massacres et des liens extraordinaires aussi qui ont été créés, je pense, entre des Français et des Indiens nord-américains. Moi, j'avais un peu étudié ça. Des peuples d'Amérique du Nord vantaient les mérites des Français, disaient que nous tenions parole, là où les Anglais ne tenaient pas parole. Et c'était quelque chose de très différent. Ce qui est intéressant dans l'histoire des XVIIe et XVIIIe siècles, dans l'histoire de l'Amérique du Nord, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est de voir que les trappeurs français étaient adorés des Indiens. Ouais. Ils étaient adorés par les Indiens et eux adoraient les Indiens. Oui, c'est mutuel, avec des mariages communs, etc. Exactement, des mariages. Non, mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai expliqué l'autre jour, mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue anthropologique, vous savez que l'anthropologie, c'est une science qui étudie beaucoup, l'anthropologie culturelle en tout cas, elle étudie énormément les rapports de la culture au corps humain. Et il y a généralement 3 marqueurs qui sont des marqueurs très importants et très intéressants pour voir qu'il y a adoption mutuelle d'éléments culturels. Ces 3 traits culturels, 3 phénomènes culturels qui sont étroitement associés au corps. Et j'ai cité, et je citerai pour cela, la nourriture, la bouffe, les vêtements, parce que c'est ce qu'on porte sur le corps, et puis la sexualité. Or, on voit les trappeurs français, ils sont mis à bouffer de la bouffe indienne sans aucun problème, ils vivaient au milieu des Indiens, ils portaient des vêtements indiens, ou en tout cas fortement indianisés, ils utilisaient également un art de la guerre indien, et ils épousaient des indiennes en leur faisant des enfants. Et quelquefois, ils adoptaient plus ou moins les religions des Indiens, d'ailleurs, ce qui faisait pas trop plaisir aux missionnaires jésuites français qui les accompagnaient. Bon. Mais ce que les colons anglais en Amérique du Nord ont eu beaucoup plus de mal à faire, hein,
Alors que les Français, c'était quasi naturel. Les trappeurs français étaient complètement, comme aurait dit Mao à propos des guérillas, des guérilleros, ils étaient comme un poisson dans l'eau. Oui. Et Si je peux ils me, adoptaient le mode de guerre des Indiens, fait d'embuscades, tout ça. C'est pas hasard si on les appelait les coureurs des bois. Vous voyez? Si je peux me permettre un petit instant, moi c'est un très beau livre qui m'avait touché d'Élise Marienstrass, c'est La résistance indienne aux États-Unis, où il y a de très beaux Oui, témoignages d'Indiens qui reconnaissent à quel point ils avaient plaisir à échanger avec les Français, à quel point ils avaient confiance dans la parole des Français, dans l'aide que les Français pouvaient leur apporter, dans le fait que la oui, parole oui, était tenue d'année en année. On leur oui, promettait oui, quelque chose, un an après, ben, la promesse était donnée, alors que oui, les oui. Anglais, c'était terrifiant. Ah bah De oui, désillusion en désillusion. C'est un petit livre que je conseille au passage, je vous bon, écoute. en même temps, les Français ont aussi commis ils en ont aussi fait quelques bêtises, on Bien va dire. sûr, il Hein. ne faut pas être monolithique, c'est tout à fait juste. C'était pas des, voilà, mais globalement, comme disais je, le regretté Georges Marchais dans les années 70, le bilan a plutôt été globalement positif. Hein. Voilà, donc ça c'est important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que la discipline de l'anthropologie est toujours très intéressante et très utile pour comprendre les phénomènes militaires. Ça permet d'expliquer les différents types de courage. Ça permet d'expliquer tout ce que je viens de citer là. Ça permet d'expliquer certains rapports aux armes et aux armements, à certains types de guerre et pas plutôt qu'à d'autres. C'est vraiment une discipline très importante, hein, au même titre que la science politique, la géographie, des choses comme ça, l'ingénierie, bien sûr. Et c'est, Euh, je pense, leur croisement à toutes ces disciplines qui permet d'essayer de percevoir le mieux possible le réel et de ne pas rester cloisonné dans un seul de ces regards. Je vous entendais complètement. développer sur les trop grandes études d'historiens aujourd'hui qui sont des ultra spécialistes de micro-sujets, mais qui Ouais. par ailleurs perdent toute aptitude à conceptualiser en général. Ah Donc bah au complètement. final, c'est dommageable. Mieux vaut Complètement. s'intéresser à 50 choses différentes et moins les creuser, quitte à en choisir deux trois qu'on explore un peu plus. Et là, on va Mhm. avoir quelque chose qui va s'opérer de différent sur la perception du réel. Je vous écoute. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, gardons à l'esprit le fait que tous ces développements sur l'apparition de l'infanterie, le développement de la cavalerie, etc., le féodalisme, la chevalerie, la révolution militaire de l'arme à feu, ça concerne d'abord et avant tout le monde occidental et européen. Bon. Même si avec la dernière le dernier de ces grands bouleversements, à savoir l'apparition et la diffusion large des armes à feu de divers types, fatalement, ça va concerner aussi, cette fois-ci on revient sur de la world history, ça va concerner aussi le reste du monde. Euh, pour voir comment ça a influé ça a facilité le processus occidental de conquête du monde, comment ces armes ont été adoptées ou non par les autres civilisations. Tout ça est très intéressant, hein, et complexe aussi parce que c'est pas parce que d'un seul coup on a des mousquets que on gagne automatiquement tout. Hein, c'est pas vrai du tout ça. Hein. C'est pas si simple. Le réel Euh, tient souvent à des masses de détails qu'on ne perçoit pas Bien toujours sûr, au bien départ. sûr. Je veux dire, finalement, la vraie conquête totale du reste du monde s'effectue à la fin du 19e siècle, parce que à partir du moment où les Occidentaux disposent d'armes automatiques, c'est-à-dire à plusieurs coups. Euh, et là, les dernières résistances de peuples qu'on appelle en France depuis une vingtaine d'années les peuples premiers, ce qui ne veut pas dire grand-chose, euh, c'est là où ils peuvent plus tenir la longueur, hein, comme on dit. Euh, alors que face aux armes à feu plus rudimentaires et tout ça, ils trouvaient des moyens de nous résister. Là, à partir du moment où il y a les armes automatiques, c'est fini. Hein. De même qu'il y a eu un changement fondamental au XVIIe siècle au niveau mondial, c'est que déjà avec les armes à feu, alors qu'ils ne sont pas encore les armes à feu automatiques du XIXe, mais qui sont plus perfectionnées que les armes à feu euh, du XVIe, eh bien, il y a une constante historique
qui existait depuis des millénaires qui s'effondre. Et cette constante historique qui durait depuis des millénaires, c'était la prédominance à partir de l'Asie centrale des peuples de cavaliers archers des steppes. Et grosso modo, de la Pologne à la Corée, vous voyez, selon cet immense croissant géographique, depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, les peuples steppiques, par leur hypermobilité stratégique, mais également leur hypermobilité tactique, et leur emploi extrêmement intelligent et impressionnant de l'arc, alors pas l'arc long en ce qui les concerne, mais l'arc court, l'arc composite, réussissaient à vaincre à peu près systématiquement les armées sédentaires. Et je vous dis, de la Pologne à la Corée, hein, en passant par la Russie, l'Iran, l'Inde. Le territoire de l'Empire mongol de Gengis Khan, quoi, en gros. Oui, alors les Mongols, mais sauf que là, c'est une des manifestations oui. qui est au XIIIe siècle, mais les empires steppiques qui sont avant les Mongols, il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, c'est multiple, c'est toute une nébuleuse. Il y a les Scythes, il y a les Alains, il y a les Sarmates, il y a les Parthes, il y en a plein. Bon. Et après les Mongols, il y en aura encore d'autres. Il y aura les Tatars, il y aura tout ça. Bon. Donc, mais là, c'est au XVIIe qu'ils réussissent leur dernière grande conquête. Hein, puisque ce sont les Mandchous qui s'emparent de la Chine et qui créent la dynastie Mandchou, qui sera la dernière dynastie impériale chinoise jusqu'en 1911. Avant d'être mise dehors par la révolution de la République chinoise de Sun Yat-sen en 1911. Hein. Donc ça, cette espèce de constante qui était le danger quasi permanent des raids ou des conquêtes des peuples celtiques, non, mais steppiques, pardon, ça s'arrête au XVIIe. Et essentiellement par le fait que l'artillerie et même les mousquets, même si les mousquets à l'époque sont pas terribles, suffisent à les tenir vraiment en échec. Hein. Ça c'est important. Voilà, là je faisais cette longue parenthèse pour qu'on n'oublie pas ce caractère global, planétaire, mondial de l'histoire en général et de l'histoire militaire en particulier. Donc ça c'était la première mise en place, ça a été des armées modernes, ça a été grâce à ces révolutions populaires la possibilité de créer des armées de masse, mais vraiment de masse. Et la deuxième phase se produit grosso modo de 1850-60 à 1950, c'est la période l'industrialisation de la guerre. Donc on peut créer des armes et des armées de centaines de milliers, voire de millions d'hommes, chacun avec des armes. Donc il faut produire des armes en très grande série. Des armes et puis des équipements, hein, parce que les équipements c'est aussi des chaussures, des bottes, des manteaux, des casquettes. Les troupes ont besoin de quantité de matériel inimaginable auquel on ne pense pas toujours. Absolument, absolument. Hein, de gourdes pour mettre de la boisson. Des choses toutes simples pour pouvoir survivre au quotidien. C'est absolument. immense, les troupes. Il faut de tout, il faut tous les corps de métier. Mais ça s'accompagne également de changements d'ordre technologique, puisque c'est pas uniquement la quantité, c'est également la qualité. C'est qu'on commence à avoir des armes à tir rapide qui vont encore une fois changer la nature du combat tactique, qui vont changer la nature du courage, puisque là c'est la fin véritable du courage héroïque. Hein. Il n'y a plus de courage héroïque possible face à des armes à tir rapide. Face aux mitrailleuses et tout ça, il n'y a plus de héros. Ça n'existe pas. C'est plus possible. Ça dépasse les capacités cognitives du système nerveux et cérébral humain. C'est pas possible. Vous voyez, objectivement, ça n'est plus possible. Anticiper l'arrivée d'un obus, c'est fini, quoi. C'est impossible. Non. Et anticiper l'arrivée d'une balle pour pouvoir la parer, surtout quand elle est tirée par une mitrailleuse à tir rapide, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Donc il n'y a plus d'héroïsme.
Ouais. Et on en vient à une forme de courage qui est totalement paradoxale, qui est un courage stoïcien. Il est paradoxal parce que c'est un courage qui a toutes les apparences, toutes les formes extérieures du non-courage. Ouais. Être stoïcien, ça veut dire courber les peaux, courber les chines, baisser la tête, être fataliste, acceptant la mort qui peut vous frapper à n'importe quel quart de seconde. Donc vous avez tout d'un esclave en fait, et pas d'un héros fier et dressé comme ça pouvait être le cas dans l'Antiquité au Moyen Âge. C'est pour ça que c'est un courage paradoxal, le courage stoïcien. Mais il est au moins aussi grand, et c'est au moins aussi courageux que le courage des héros antiques ou médiévaux. Mais c'est pas le même. Il n'a pas du tout la même apparence. C'est ça qui est un paradoxe que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et que beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre, y compris jusque dans les armées. Mais c'est un courage quand même. Donc, ça crée, alors non seulement les armes changent la nature du combat, mais ça va changer la nature de la stratégie et de la logistique, puisque c'est l'apparition du chemin de fer, des navires à vapeur qui sont plus dépendants du vent pour naviguer. Ça va être ensuite l'apparition de l'aviation, etc., Donc etc., c'est des etc. dimensions qui s'ajoutent à ces formes Voilà. de la guerre et même la manière de penser la guerre. Je sais que c'est une chose que vous évoquez souvent, c'est les pensées de l'état-major soviétique durant l'entre-deux-guerres qui va réfléchir à une autre façon de conceptualiser la guerre et mettre au point, entre autres, la notion d'art opératif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je rappelle qu'il s'agissait de la première des 3 constituant cet entretien. La deuxième, vous la retrouverez également sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz et la troisième sur ma chaîne, Histoire de l'Empire. Le lien est en description. Réaliser cet entretien, comme toutes nos autres productions, prend du temps et nous sommes tous bénévoles. Aussi, sachez qu'il vous est possible de nous aider par une série d'actions brèves et gratuites. La première étant de vous abonner aux 2 chaînes sur lesquelles se trouve cet entretien. Ensuite, vous pouvez également partager l'une ou plusieurs de ces vidéos à vos proches, à votre famille, ou sur les différents réseaux sociaux que vous utilisez. Vous pouvez également laisser un commentaire sur une ou plusieurs de ces vidéos pour nous dire ce que vous en avez pensé. Enfin, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, là aussi d'une ou plusieurs de ces vidéos, afin d'aider YouTube à mettre ça plus en avant et à valoriser notre travail. Enfin, pour ceux qui le souhaitent et qui espèrent voir d'autres productions vivre, que ce soit celles du Cercle Jean Mermoz ou les miennes sur la chaîne Histoire de l'Empire, vous pouvez également nous faire un don. Et sachez que même si ce don est symbolique pour vous, il sera précieux pour nous. Les liens pour nous aider sont dans la description, ainsi qu'en commentaire épinglé de la 3e vidéo pour ce qui concerne ma chaîne. Merci encore beaucoup à tous et à très vite.